I want to go to Arvon Hilliard, who is standing by, who is covering the Trump campaign. Vaughn, what more are we learning about this ruling and how Trump and his team may be reacting? I'm digesting this in real time with you as well. I know we're just beginning to look through this 57-page filing here. This was a 3-judge panel from the D.C. Circuit Court of Appeals. This was a stay that was issued after Judge Chutkan ordered that Donald Trump did not have presidential immunity and that the federal charges of election interference. En janvier 2026, une décision technique rendue par un tribunal fédéral a modifié l'équilibre des pouvoirs au sein de la République. Dans l'après-midi du 11 janvier, dans une salle du tribunal de district du district de Columbia, une audience procédurale sur un éventuel calendrier de jugement a été interrompue par un avertissement direct émanant de la magistrature. La juge fédérale chargée de l'affaire, après avoir entendu les arguments de la défense présidentielle, a indiqué que le débat ne se poursuivrait pas sous le poids d'accusations rhétoriques contre le ministère public. Le langage utilisé par les avocats, qui suggérait une persécution politique et une mauvaise foi institutionnelle, a été jugé inapproprié pour le type de délibération en cours. L'intervention a été brève, mais non protocolaire. Elle a fonctionné comme une contention délibérée de l'utilisation politique de la procédure pénale et plus encore, comme un jalon dans ce qui a été interprété comme une nouvelle étape dans les relations entre les 3 pouvoirs de la République. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le centre de la discussion formelle était le calendrier d'un éventuel procès pour des crimes électoraux présumés commis avant le mandat présidentiel actuel. Mais en coulisses, ce qui se profilait était un conflit de plus en plus visible entre l'autorité fonctionnelle du poste et les limites imposées par les tribunaux fédéraux qui ont commencé à rejeter, de plus en plus souvent, les allégations d'immunité absolue. La défense a fait valoir que la quantité de documents présentés, des millions de pages, rendait impossible l'élaboration d'une stratégie juridique en temps utile. Le ministère public, quant à lui, soutenait que les éléments centraux étaient organisés et indexés, et qu'il n'y avait aucune justification technique réelle pour reporter le procès de plus d'un an. En acceptant partiellement cet argument, et en indiquant qu'aucune des parties n'avait raison sur les délais, la juge a déplacé le centre de la décision du domaine politique vers le domaine procédural. Ce faisant, elle a officiellement rouvert la possibilité que le procès soit conclu avant la fin du mandat présidentiel en cours. Depuis le début du procès, les arguments de la défense reposaient sur l'idée que les actes commis par un président, même en dehors de l'exercice direct de ses fonctions, pouvaient être considérés comme faisant partie de l'environnement institutionnel de la fonction. Cette thèse a trouvé un écho partiel au sein de la Cour suprême dans des décisions antérieures, en particulier après le procès qui a redéfini les catégories d'immunité présidentielle. Mais lors de cette audience, le tribunal de district a opté pour une interprétation plus restrictive. Le simple fait que le défendeur occupe la présidence ne le plaçait pas hors de portée du délai procédural. Cette séparation entre la fonction et le calendrier a suffi à relancer les débats sur les critères qui différencient la prérogative institutionnelle et le privilège personnel. Une ligne ténue qui, dans le contexte actuel, est désormais examinée avec plus de rigueur par certains segments de la magistrature fédérale. Ce qui est en jeu dans ce nouveau cycle, c'est moins indifférent sur les faits matériels de l'affaire qu'une redéfinition des conditions dans lesquelles ces faits seront jugés. En rejetant l'idée que la présidence fonctionne comme un bouclier permanent contre le fonctionnement de la justice ordinaire, le tribunal contribue à un changement structurel dans la compréhension de la temporalité pénale par rapport au pouvoir politique. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura des condamnations ou que le procès aura lieu avant la fin du mandat. Mais cela signifie que les délais ont été rétablis et que les tribunaux ont recommencé à les dicter sans dépendre d'un consensus tacite avec les autres pouvoirs. Cette décision a eu un impact immédiat sur d'autres instances judiciaires, qui ont commencé à revoir les critères d'admissibilité dans des actions connexes. Dans au moins 2 cours d'appel, les documents internes ont été réévalués à la lumière du nouveau signal envoyé par Washington. Et au Congrès, des commissions ont commencé à débattre de projets qui avaient été classés depuis la fin de la législature précédente, lorsque l'on discutait de la possibilité de créer une procédure spécifique pour les procès pénaux contre les membres de l'exécutif. Même s'il n'y a pas de consensus sur le modèle, la reprise de ces débats indique que l'épisode de la Cour de district n'a pas été interprété comme un fait isolé. Il signale un possible changement dans le système de freins et contrepoids, forçant une réorganisation des limites fonctionnelles de la présidence face à l'appareil judiciaire. En se posant en médiatrice des délais, et pas seulement du fond,
la justice fédérale relance l'une des questions les plus délicates de la conception institutionnelle américaine. Que se passe-t-il lorsque les mécanismes formels de responsabilisation entrent en conflit avec l'exercice continu du pouvoir? La réponse est encore en cours d'élaboration, et rien ne garantit qu'elle sera linéaire. Mais le simple fait que les tribunaux aient repris cette fonction d'interprétation suggère déjà que le système, sous la pression de crises successives, a choisi d'activer ces mécanismes internes d'ajustement. À un moment où la perception publique de la stabilité des institutions oscille de manière inédite, des épisodes comme celui-ci montrent pourquoi il est important de suivre systématiquement les développements juridiques. En mettant l'accent sur les rites, les délais et les limites constitutionnelles, la chaîne offre une lecture qui va au-delà des impacts immédiats et qui permet de comprendre comment les institutions tentent de s'autoréguler face à des tensions qui n'avaient pas été prévues dans la conception initiale de la Constitution. C'est dans ce contexte que le système judiciaire a commencé à fonctionner selon une nouvelle logique interprétative, dans laquelle la présidence de la République ne définit plus à elle seule le périmètre de l'immunité pénale. Ce changement ne résulte ni d'un décret, ni d'un consensus, mais d'une accumulation de décisions qui progressivement redéfinissent les limites opérationnelles de l'exécutif par rapport aux autres sphères de l'État. Depuis la décision de la Cour suprême, en 2024, qui a établi une nouvelle taxonomie entre les actes officiels, les actes périphériques et les comportements privés, la tâche des instances inférieures a été d'appliquer ce modèle dans des situations comportant toutes les ambiguïtés que cela implique. L'audience de janvier, en fixant un calendrier, s'inscrit précisément dans cet effort d'opérationnalisation de catégories qui, sur le papier, semble clair, mais qui, dans la pratique, défie tout automatisme juridique. À partir de là, le rôle des agences de régulation et des départements techniques de la justice devient central. Le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche, par exemple, a été pressé de rendre des avis délimitant les communications internes qui peuvent ou non être classées comme protégées par le privilège exécutif. Ce type de définition affecte directement l'admissibilité des preuves dans les procès impliquant des personnalités de haut rang. Quant au ministère public fédéral, en maintenant sa ligne d'action sans revoir ses critères de priorité, il indique qu'il considère les enquêtes en cours non pas comme des affaires ordinaires, mais comme des instruments d'affirmation institutionnelle. En ne cédant pas aux pressions en faveur de reports indéfinis, le ministère public renforce l'idée que les structures d'enquête fédérales ne sont pas subordonnées au cycle politico-électoral. Cette convergence aide à comprendre la position récente du Conseil judiciaire de la Conférence des tribunaux fédéraux, qui a publié un mémorandum interne demandant aux juges d'éviter les décisions susceptibles de donner lieu à des interprétations contradictoires sur l'applicabilité de l'immunité fonctionnelle. L'objectif de ce document, bien que non contraignant, est de limiter le risque de jurisprudence parallèle qui affaiblissent l'autorité des cours supérieures. Cette préoccupation est fondée. Dans au moins 3 districts fédéraux distincts, des actions ayant des objets similaires, impliquant des contrats conclus avec des intermédiaires pendant la campagne électorale de 2020, ont donné lieu à des décisions préliminaires divergentes quant à la nature officielle ou privée de ces transactions. L'absence d'une ligne unifiée ne compromet peut-être pas les jugements finaux, mais elle sape la perception de stabilité juridique parmi les praticiens du droit et les observateurs extérieurs. La réaction du pouvoir législatif mérite également une attention particulière. La Commission des affaires constitutionnelles du Sénat a repris les audiences publiques sur les projets de loi traitant de la séparation entre l'immunité parlementaire et l'immunité présidentielle. Même si l'objet des propositions est différent, le fait que le sujet soit revenu à l'ordre du jour témoigne d'une tentative de redéfinir institutionnellement les contours de l'inviolabilité fonctionnelle. Parallèlement, des groupes de travail de la Chambre des représentants ont commencé à consulter d'anciens membres de la Cour suprême afin d'évaluer la faisabilité d'amendements qui délimitent plus clairement les limites de ce qu'on appelle l'acte de gouvernement, une catégorie souvent invoquée pour justifier des décisions administratives qui font l'objet d'une enquête judiciaire. Ce mouvement en est encore à ses balbutiements, mais il révèle la perception que l'impasse entre le temps politique et le temps judiciaire ne se résout pas uniquement dans les tribunaux. Elle exige une réinterprétation législative de ce que signifie gouverner sous contrôle. Pendant ce temps, l'avocat général de l'Union a dû faire face à des défis simultanés sur d'autres fronts. Dans des affaires liées à la suspension des transferts fédéraux vers des programmes environnementaux dans des États contrôlés par l'opposition, la justice fédérale a déjà indiqué que les décisions de l'exécutif pouvaient être révisées lorsqu'il y avait des indices de motivation discriminatoire fondés sur l'alignement politique. La décision la plus emblématique
a été rendu par un tribunal de la 2e circonscription, qui a accepté une action intentée par une coalition de procureurs d'État, arguant que la réduction des fonds environnementaux ne répondait pas à des critères techniques objectifs, mais plutôt à un calcul politique lié à la carte électorale de 2024. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre cette affaire et les procédures impliquant le président, le précédent juridique est pertinent. Il renforce la thèse selon laquelle les décisions administratives peuvent perdre leur présomption de légitimité lorsqu'il existe des preuves d'instrumentalisation politique. D'un point de vue technique, le ministère de la Justice a adopté une stratégie de segmentation probatoire. Au lieu de construire une accusation large et unique, il a choisi de diviser les épisodes enquêtés en thèmes centraux: financement de campagne, communication avec des agents externes et utilisation de la structure étatique à des fins privées. Cette séparation permet à une partie du procès d'avancer sans dépendre nécessairement de l'issue des autres. Elle réduit également le risque de contamination juridique entre des preuves d'origine différentes. L'effet pratique est une accélération progressive, mais continue, de la procédure. Chaque thème suit sa propre logique, mais tous s'appuient sur le même argument central. La présidence ne transforme pas en acte d'État ce qui, par essence, est une action privée à des fins électorales. L'architecture institutionnelle qui sous-tend ce nouvel arrangement a reçu le soutien discret d'entités qui, traditionnellement, se tenaient à l'écart des procédures pénales très médiatisées. L'Association nationale des magistrats fédéraux, par exemple, a publié une note technique sur l'importance de protéger la procédure judiciaire contre les ingérences extérieures, même dans les affaires ayant de fortes répercussions politiques. Le document ne cite aucun nom ni aucun cas spécifique, mais s'aligne sur la thèse selon laquelle la prévisibilité procédurale est en soi une garantie démocratique. Parallèlement, des universités prestigieuses ont recommencé à organiser des cycles de débats sur les limites de la juridiction pénale dans des contextes d'exception institutionnelle. Le ton de ces événements n'est pas militant, mais technique. La préoccupation centrale ne concerne pas le défendeur en soi, mais le risque d'érosion du principe d'égalité procédurale face à la pression pour des résultats rapides ou spectaculaires. Ce scénario en évolution nécessite une observation constante et rigoureuse. Les décisions qui sont prises aujourd'hui constitueront la base d'un ensemble de précédents qui pourront être invoqués par les futurs occupants de la présidence, quel que soit leur spectre politique. C'est pourquoi comprendre les détails techniques, les rythmes institutionnels et les fondements juridiques n'est pas seulement une curiosité analytique, mais une façon de suivre la manière dont le système tente de préserver sa propre intégrité. Et c'est précisément ce type de lecture qui restera au centre de l'attention ici, sur cette chaîne, en accordant toujours une attention particulière aux développements qui ne font pas toujours la une des journaux. Les observateurs institutionnels présentent des interprétations divergentes quant à la pertinence effective de l'audience qui a réactivé les délais procéduraux dans l'affaire impliquant le président en exercice. Pour une partie de ces analystes, cet épisode doit être considéré comme un événement d'importance limitée, significatif sur le plan procédural, mais incapable, à lui seul, de modifier le fonctionnement traditionnel des institutions. Dans cette optique, le pouvoir judiciaire aurait agi dans le cadre de ses compétences techniques, poursuivant une procédure qui, malgré son large retentissement public, suit le scénario prévu par l'ordre juridique. L'intervention de la magistrate visant à contenir les excès rhétoriques de la défense serait considérée uniquement comme une réaffirmation des critères formels du débat juridique, sans aucune intention de rompre avec la posture historique de retenue adoptée par les tribunaux à l'égard du chef de l'exécutif. Le rétablissement des délais serait donc interprété comme un mouvement de normalité institutionnelle et non comme un signe de rupture avec le modèle de déférence consolidé au fil du temps. Dans un sens différent, il existe une interprétation qui attribue à cet épisode une signification plus profonde. Pour ces analystes, la décision de rouvrir le calendrier procédural alors que l'accusé occupe la présidence représente un tournant dans l'équilibre entre les pouvoirs. Cette lecture soutient que pendant des décennies, une pratique institutionnelle consistant à éviter les confrontations directes entre la justice ordinaire et l'exécutif s'est développée, pratique qui serait désormais dépassée. L'absence de toute suspension liée au mandat est considérée, dans ce contexte, comme plus importante que le fond du procès, car elle réaffirme le principe selon lequel le rythme de la justice ne peut être conditionné par le cycle politique. Selon ce courant, le pouvoir judiciaire serait en train de redéfinir son propre rôle, cessant d'agir uniquement comme interprète des normes et assumant une fonction active de protection de l'architecture constitutionnelle
face à d'éventuelles tentatives d'utilisation stratégique de la fonction présidentielle. Le débat s'intensifie lorsqu'on examine la nature des actes en question. Depuis la décision de la Cour suprême qui a classé l'immunité présidentielle en 3 catégories, actes de nature strictement constitutionnelle, actes officiels de nature périphérique et actes de nature privée, la tension entre le cadre juridique et l'intention politique est devenue plus visible. Les détracteurs de ce modèle font valoir que, même avec cette classification, il subsiste une zone d'incertitude dans laquelle les décisions administratives peuvent être présentées comme privées, ou inversement, selon la convenance du moment. Le risque souligné est que la présidence commence à fonctionner comme un espace d'ambiguïté fonctionnelle, permettant la reclassification stratégique des actions en fonction d'intérêts circonstanciels. D'autre part, les constitutionnalistes plus prudents soutiennent que le modèle actuel offre un équilibre acceptable entre la protection de l'institution présidentielle et la possibilité de responsabilisation, évitant que les disputes politiques ne soient artificiellement converties en procédure pénale. Il n'y a pas encore de consensus sur la manière dont le système réagirait en cas de condamnation, alors que le défendeur reste en fonction. La Constitution des États-Unis d'Amérique n'établit pas explicitement de mécanisme automatique d'interruption du mandat pour des raisons pénales, à l'exception des procédures de destitution menées par le Congrès. Cette lacune normative laisse place à des interprétations divergentes sur la coexistence entre le jugement judiciaire et l'exercice du pouvoir exécutif. Certains soutiennent qu'une condamnation pénale, même définitive, ne pourrait produire d'effet politique qu'après la fin du mandat. D'autres affirment que le système sera contraint de s'adapter et qu'en l'absence de dispositions claires, il sera nécessaire de mettre en place un nouveau dispositif de responsabilité fonctionnelle. Les deux positions reconnaissent que le pays s'aventure dans un domaine normatif encore peu exploré. Il semble que les services techniques du ministère de la Justice et du bureau du procureur spécial discutent, en toute discrétion, de la possibilité de demander la désignation d'un intervenant procédural chargé de suivre l'exécution des décisions judiciaires tant que l'accusé restera à la présidence. Cette figure, qui n'a pas encore de base normative définie, aurait pour objectif de garantir que les décisions judiciaires ne soient pas bloquées par des ordres administratifs, de dernière minute, ou par des changements internes dans le fonctionnement de l'exécutif. La proposition est controversée et se heurte à la résistance des juristes qui y voient un risque de chevauchement des compétences institutionnelles. Néanmoins, le simple fait qu'elle soit envisagée indique que le système, même sans structure préalablement définie, cherche des moyens de faire face à des situations inédites. Pendant ce temps, les tribunaux des États suivent attentivement les événements. Ils craignent que les décisions fédérales relatives aux actes présidentiels ne créent des précédents indésirables pour le traitement juridique des autorités locales. Les gouverneurs et les procureurs des États ont déjà exprimé leur crainte qu'un nouveau modèle de responsabilité ne soit utilisé pour légitimer des actions similaires contre les dirigeants régionaux, fragilisant ainsi l'équilibre fédératif. Cette tension entre le centre et les instances régionales est historique, mais elle prend des contours spécifiques lorsque le processus implique la présidence de la République. La jurisprudence qui se forme actuellement pourra être invoquée dans des contextes futurs qui dépassent le cadre de l'affaire en question. La composante politique, quant à elle, reste inévitable. Même si le pouvoir judiciaire agit sur la base de critères techniques, ces décisions sont immédiatement absorbées par le débat public. Chaque délai réactivé, chaque refus de report d'audience, chaque limitation imposée aux partis est rapidement transformée en argument par différents courants politiques. Cette politisation du processus judiciaire n'est pas nouvelle, mais elle s'intensifie à mesure que l'affaire approche de phases décisives. Il en résulte un environnement dans lequel les stratégies électorales et les décisions juridiques coexistent de manière instable, mettant à l'épreuve l'autonomie fonctionnelle des institutions concernées. Les experts avertissent que l'exposition prolongée du pouvoir judiciaire dans des affaires de cette nature peut avoir des effets ambigus. D'une part, elle renforce la perception d'un système qui n'hésite pas à exercer ses attributions. D'autre part, elle peut nuire à la légitimité des tribunaux si un sentiment de sélectivité ou de déséquilibre dans les procédures apparaît. Le défi central consiste à préserver la cohérence interne des décisions sans céder à la pression pour des réponses immédiates. Dans ce scénario, les acteurs institutionnels sont obligés d'agir avec prudence, conscients que leurs mouvements sont observés par une société profondément polarisée et par des observateurs internationaux attentifs à la qualité de la démocratie aux États-Unis d'Amérique. La présidence, quant à elle,
n'a pas encore présenté de redéfinition claire de sa stratégie dans ce contexte. Les récentes déclarations des porte-paroles indiquant l'intention de continuer à traiter les procédures judiciaires comme des questions de nature privée, sans implication directe de la structure gouvernementale. Cependant, l'avancement des délais et la reprise des audiences rendent de plus en plus difficile le maintien de cette séparation. À mesure que le calendrier politique entre en collision avec le rythme des procédures, la figure présidentielle est simultanément interpellée en tant qu'autorité institutionnelle et en tant que partie directement impliquée dans un litige en cours. Cette double condition remet en question les conventions traditionnelles de la liturgie républicaine et oblige le système à repenser ses propres protocoles de fonctionnement. Le scénario qui se dessine est celui d'une instabilité gérée. Les institutions continuent de fonctionner sur la base de fondements normatifs cohérents, mais elles doivent les réinterpréter au fur et à mesure que les événements évoluent. L'absence de précédent n'implique pas l'absence de référence. Le constitutionnalisme des États-Unis d'Amérique a été construit sur des principes généraux et des clauses ouvertes qui ont permis de faire face aux crises précédentes. Pour autant, you don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. Doctrine de responsabilité présidentielle ou réaffirmer les limites traditionnelles de l'action lorsque le pouvoir est pleinement exercé. Pour ceux qui suivent de près le fonctionnement institutionnel, c'est un moment unique pour observer comment le système réagit aux tensions en temps réel. Les interprétations restent controversées, les voies restent ouvertes, et les effets à long terme dépendront de choix qui n'ont pas encore été faits. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif à l'évolution de la situation, en se concentrant toujours sur la logique des institutions et les mouvements qui façonnent la structure démocratique des États-Unis d'Amérique.